Au sommaire de ce journal, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a procédé à l'ouverture du poste de péage de Grand Bassam. Les précisions sur cette infrastructure ont été données aux populations. Dans le secteur de la téléphonie, le cluster régional Orange Côte d'Ivoire et ses filiales du Libéria et du Burkina Faso ont rendu public leur rapport RSE 2021. Et puis, nous parlerons de l'ouverture du deuxième colloque international sur l'écosystème entrepreneurial en vue d'une relance économique. Une ouverture faite par l'université Félix Houphouët-Boigny et la fondation Keidan. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Nous parlons d'infrastructures routières pour débuter cette édition. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a procédé à l'ouverture officielle du péage de la route de Grand Bassam. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, le ministre s'est donné pour tâche d'éclairer les populations sur les avantages de cette infrastructure de standing et les détails des paiements. Mon désir Nascimento et Ezekiel Siri y ont pris part. Elle vient renforcer les capacités de mobilité urbaine au sud du Grand Abidjan, l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Elle porte tout aussi un poste de péage qui permettra de mobiliser des ressources pour son entretien. Ce poste de péage a été officiellement mis en service ce vendredi 24 juin 2022 par Amédée Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Devant les autorités administratives, politiques, locales et les populations, le ruban a été coupé. Les prochains automobilistes devront payer les tarifs fixés par l'État. 1 000 francs pour les véhicules de classe 1, les véhicules légers, 1 500 francs pour ceux de classe 2, soit les véhicules intermédiaires, 2 500 francs pour la classe 3 et 3 500 francs pour la classe 4. Au cours de la cérémonie d'inauguration, le ministre a justifié la fixation de ces tarifs. Ce sont plusieurs causes à la base. Il a notamment évoqué, à part les dimensions de la route, les autres travaux importants, l'implantation d'un poste de commandement des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie et la direction commerciale. Sur ce poste, qu'est-ce que nous avons fait pour éviter la queue qu'on voit sur les autres péages? Ici, quand vous quittez, c'est une autoroute 2 fois 3 voies. Mais quand vous arrivez ici, vous avez 8 voies. Vous avez 8 voies là-bas. Mais les 8 voies, c'est sur 500 mètres. Donc, si on voulait faire une autoroute, ça fait 2 km d'autoroute. On est bien d'accord, de ce côté. Si on voulait faire une autoroute aussi, ça fait 2 km de ce côté. Donc, ça fait 4 km. On a fait calcul. 4 km de 2 par 2, ça fait 8 milliards. Ne serait-ce que pour la plateforme. Ah! Ça, c'est calcul d'ingénieur, ce n'est pas du bavardage. Ce n'est pas du bavardage. C'est ça. Donc si tu fais péage qui est petit, ça va coûter petit. Tu fais péage qui est grand, ça va coûter ce que ça coûte. Ils sont nombreux à se prononcer sur les tarifs de ce poste de péage, les usagers de la route. Pour certains, l'État devra, vu la conjoncture, soit 500 francs au minimum pour les véhicules légers. Pour d'autres, les tarifs sont abordables. Ok, ça peut rapporter, mais lorsque l'on regarde l'aspect des citoyens lambda qui va et vient Abidjan, Bassam, Bounois, à ce coup-là, je ne suis pas sûr que ça puisse intéresser. On a réfléchi par exemple, sur le troisième pont, vu l'affluence que ça allait donner, on a fait à 500 francs. Pourquoi? Parce qu'on a pensé à tous ces citoyens qui iront le matin au travail. Mais c'est pareil ici. C'est pareil, aujourd'hui, Bounois devient une commune d'Abidjan. Ayaou devient une commune d'Abidjan. Donc tous ces jeunes, ces personnes qui y sont, s'ils doivent payer 1 000 francs, 2 000 francs par jour, autant laisser la voiture et puis prendre le car. La meilleure solution, c'est de gréver. Hein. Voilà. Les transporteurs, si le coût est maintenu, les transporteurs doivent gréver pour que l'État puisse baisser un peu. Voilà. Sinon, actuellement, c'est tellement compliqué pour tout le monde que payer encore 1 000 francs pour aller à Bassam, c'est compliqué. On pense toujours que c'est un peu cher, mais il y a tellement d'infrastructures à faire dans ce pays, encore tellement de routes, si on participe un peu, c'est pas plus mal. Est-ce que les 1 000 francs sont justifiables? Moi, je pense que oui, les 1 000 francs sont justifiables par rapport à tout ce chantier qui a été fait au déplacement des infrastructures et au développement et à la qualité qu'ils ont mis ici. Oui, 1 000 francs, c'est justifiable. 1 500 aussi, c'est justifiable pour les voitures et pour les petits camions. C'est un peu compliqué. Compte tenu de la situation du pays, là, tout le monde voit ça. C'est pas facile. Le transport aujourd'hui même, là, ça se débrouille pour manger.
Donc s'il faut augmenter jusqu'à un certain prix là, bon, ça nous arrange, mais on est obligé de faire avec. Il faut noter que les tarifs appliqués pour le poste de péage de Grand Bassam continuent d'alimenter des débats sur les réseaux sociaux. Des conditions spéciales étudiées seront appliquées aux riverains, a laissé entendre le ministre avant son départ. Dans le secteur de la téléphonie mobile, le cluster régional Orange Côte d'Ivoire et ses filiales du Libéria et du Burkina Faso ont rendu public leur rapport RSE 2021 au cours d'une rencontre au siège d'Orange Côte d'Ivoire à la Riviera 4, élaboré sur la base d'un dialogue avec toutes les parties prenantes de son écosystème. Ce rapport synthétise l'ensemble des actions réalisées par le cluster et met ainsi en lumière l'engagement du groupe autour de plusieurs axes importants. Pierre Tebeu et Marie Sissiri. Ce rapport, intitulé Bilan de responsabilité sociétale d'entreprise RSE du cluster d'Orange Côte d'Ivoire et ses filiales du Burkina Faso et du Libéria, a été présenté ce vendredi au siège du groupe à Abidjan. Dans ce rapport, l'entreprise met à l'honneur toutes ses parties prenantes et souligne leur contribution à atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. Il revient sur la réduction de la fracture numérique, favorisant l'accès au numérique au plus grand nombre, répondant aux besoins essentiels, encourageant l'entrepreneuriat social. Orange veut être un opérateur vert, réduisant son impact environnemental et proposant une offre d'énergie renouvelable. On répond quand même à 12 des 17 objectifs de développement durable qui ont été exposés, et sur l'ensemble de nos pays et de nos géographies. Donc moi je suis assez fier du chemin accompli. Il reste beaucoup encore à faire en 2022 et j'espère qu'on pourra continuer à travailler sur toutes ces problématiques qui peuvent être des problématiques aussi d'handicap. Il y a des questions sur l'handicap qui ont été posées et c'est des sujets qui me concernent en tant qu'individu, qui concernent Orange en tant que directeur général et l'ensemble de mon personnel. C'est un rapport satisfaisant qui a été présenté ce jour par les directeurs d'Orange Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Libéria. C'est déjà, dans un premier temps, le projet qui a visé à déployer 183 sites en zone rurale, en zone blanche, qui est en fait un projet appuyé par le gouvernement via le fonds d'appui pour le service universel, donc avec l'ARCEP. Donc ce projet a vraiment marqué parce que grâce à ce projet, nous couvrons tout de suite près de 900 localités. Nous avons contribué à réduire la pauvreté puisque notre fondation a œuvré donc à soutenir les populations en situation difficile. Nous avons également contribué à réduire la fracture numérique. Une démarche qui fait du groupe Orange Côte d'Ivoire un opérateur qui respecte son environnement mieux, un groupe qui prend en compte ses responsabilités vis-à-vis de ses clients et de la société. On a des actions dans les domaines de la santé et de l'éducation qui ne datent pas d'hier, puisque comme on l'a rappelé, notre engagement est depuis plus de 15 ans en matière de responsabilité sociétale d'entreprise sur ces domaines. Et puis on a les domaines de l'environnement et donc toutes les actions en faveur du développement durable qu'on a pris en compte ces dernières années et qu'on va amplifier dans les années à venir. Plusieurs actions sont à mettre à l'actif du groupe attestant de son engagement et contribuant à atteindre plusieurs objectifs de développement durable. Dans le cadre du développement à l'horizon 2030, l'Union européenne veut mettre fin à la déforestation et réhabiliter les forêts dégradées. Pour ce faire, elle a introduit un nouveau règlement obligatoire sur la déforestation. C'est ce règlement appelé devoir de diligence qui concerne principalement le cacao et le palmier à huile qui fait l'objet d'un atelier tenu dans la commune de Cocody. L'objectif, préparer les acteurs de la filière palmier à huile à s'imprégner des nouveaux changements. Philippe Zabo nous fait le point. Anticiper aux changements qui se profilent à l'horizon, surtout qu'ils seront contraignants. Des lois sont en discussion au Parlement européen et risquent d'entrer en vigueur en 2024. Si la réglementation est approuvée,
Les pays qui désirent importer ou exporter le palmier à huile et ses produits dérivés devront s'assurer qu'ils ne sont pas source de déforestation au risque de ne plus commercer avec l'Union européenne. D'où l'importance de cet atelier organisé par Solidaridad avec l'appui des Pays-Bas. En fait, l'huile de palme est très importante parce que c'est l'huile la plus consommée en tant que telle du monde. Et si vous regardez la filière ivoirienne, cette huile, la filière contribue à au moins 3% du PIB et ça fait vivre près de 2 millions de personnes. Et c'est l'une des rares filières de la production jusqu'à la consommation qui est locale. Et la Côte d'Ivoire est l'un des seuls pays, je pense, l'un des 2 pays en Afrique qui exportent l'huile de palme. Et tous les autres pays en Afrique importent de l'huile de palme. Donc d'où l'importance de cette filière-là dans l'économie ivoirienne. Et certainement que vous avez vu dans les présentations, même si nos entreprises exportent à peine 5 000 tonnes vers l'Union européenne, cette législation au niveau de l'Union européenne aussi peut impacter sur les prix au niveau des produits, au niveau de l'huile de palme. L'ambassade des Pays-Bas est fortement engagée dans toutes les questions de durabilité, des chaînes de valeur. C'est pourquoi nous finançons justement ce programme Reclaim Sustainability. Ces futures lois, leurs tenants et aboutissants, ont été expliqués à tous les participants de cet atelier qui se chargeront de les répercuter à qui de droit. J'ai eu l'opportunité de présenter 2 propositions législatives de l'Union européenne qui sont en cours de discussion à Bruxelles. Une porte sur la déforestation et l'autre sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Alors, en tant que directeur exécutif, à la fin de l'atelier, je ferai mon rapport au conseil d'administration et nous verrons la meilleure stratégie pour pouvoir informer les membres. Ce sont les sociétés coopératives, les producteurs. Solidaridad West Africa est une organisation internationale présente en Côte d'Ivoire depuis juin 2009. Elle intervient principalement dans les secteurs du cacao et du palmier à huile. La perspective d'une relance économique après 2 ans de pandémie qu'a connu le monde dépend de la dynamique de l'écosystème entrepreneurial. C'est pourquoi l'université Félix Houphouët-Boigny et la fondation Keidan ont procédé au lancement du 2e colloque international sur l'écosystème entrepreneurial. Objectif, se pencher sur l'adoption des politiques et institutions en vue de soutenir les MPME, un maillon essentiel à toute relance économique. Les détails de Anja Sémian et Doumbia Ayouba. 2 jours, c'est la durée du colloque international sur l'écosystème entrepreneurial organisé par l'université Félix Houphouët-Boigny et la fondation Keidan. Lors de cette rencontre, il sera question de penser une nouvelle ère de prospérité en Afrique par l'entrepreneuriat. L'ouverture de ce 2e colloque international a pour but d'apporter des solutions aux problèmes qui entravent la création, la croissance et la pérennité des PME. Je voudrais féliciter tout le comité d'organisation de ce colloque, remercier l'ensemble des chercheurs venus d'ici et d'ailleurs, tous ces chefs d'entreprise et aux responsables des filières d'entreprise qui nous ont fait confiance et qui ont décidé avec nous d'ouvrir une nouvelle ère de prospérité pour l'entrepreneuriat avec le monde universitaire. L'objectif que nous visons à travers ce colloque, briser, n'est-ce pas, cette barrière artificielle qui existe entre le monde académique et le monde des praticiens. Pour arriver à garantir une relance économique post-Covid en Côte d'Ivoire, il faille suivre des modèles d'accompagnement des PME et également créer un espace d'échange entre praticiens et universitaires pour le suivi des recommandations pour une meilleure efficacité des activités des TPE-PME. C'est pourquoi le colloque sera meublé durant sa tenue des programmes de session sur l'éducation entrepreneuriale pour les futures générations d'entrepreneurs et d'innovateurs. Nous travaillons sur plusieurs questions et la question de l'entrepreneuriat est une question qui nous concerne aujourd'hui. L'alternative, c'est de revoir nos offres de formation, de créer une adéquation entre les besoins du secteur privé et nos offres de formation. Donc un tel colloque qui vient parler de l'entrepreneuriat comme outil de développement nous intéresse à plus d'un titre. C'est la première fois que des entrepreneurs s'associent à des universitaires pour réfléchir sur les questions de l'entrepreneuriat. Donc c'est forcément
un tournant pour notre organisation. On sort d'une période très difficile pour le monde entier à cause de la Covid. Il faut réfléchir aux actions qu'il faut mener pour ouvrir une nouvelle ère de prospérité. Ce colloque international sur l'entrepreneuriat réunit des universitaires, praticiens et décideurs ayant des intérêts pour l'entrepreneuriat. Il regroupera environ 200 participants, dont des acteurs régionaux et locaux. La ville d'Abidjan a abrité le lancement de la rencontre annuelle de la CARP Entendez, Confédération africaine de randonnée pédestre et du bien-être pour tous. La rencontre a vu la participation d'une dizaine de pays d'Afrique subsaharienne venus apporter sa contribution à ces assises prévues du 22 au 25 juin pour les préparatifs de la compétition africaine de randonnée. Le récit de Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Les adeptes de randonnée pédestre sont en plein préparatif d'un rassemblement inédit. Une dizaine de pays ont répondu présents à cette rencontre annuelle, la deuxième du genre organisée par la Confédération africaine de randonnée pédestre et du bien-être pour tous. Des assises dont l'objectif est d'initier des travaux de réflexion pour la mise en œuvre de la compétition africaine de randonnée, la CAR 2024. Une compétition qui annonce beaucoup d'innovations et entend s'axer sur la valorisation de la culture et du tourisme africain. Oui, la rencontre est d'abord un cadre d'échange culturel, un cadre d'échange sportif, un cadre qui permet à chaque pays de parler d'abord de la culture de son pays, mais aussi les activités sportives qu'il mène au niveau de son pays. Il avait un atelier qui devait réfléchir sur le sport et la culture, et sur le sport et le tourisme, afin qu'on puisse meubler le triptyque sport, culture et tourisme. Chose qui a été faite et qui a été restituée aujourd'hui pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais exhorter toute la Côte d'Ivoire, exhorter tous les randonneurs et randonneuses et tous les pays membres de la Confédération africaine des randonnées pédestres et bien-être pour tous que quelque chose est en train de se préparer. Aujourd'hui, vous avez vu pour la première fois le logo de la compétition africaine de randonnée qui va être meublée par la Coupe en 2023 et présenter la véritable Coupe en version physique en 2024. Il est bon de dire à toute la population, il est temps qu'on peut se mettre à la partie du sport parce qu'en 2024, quelque chose va changer dans notre pays avec l'avènement de plusieurs pays qui viendront prendre part à les ruelles de notre endroit mythique qui est le parc national de Banco pour permettre à ce que les autres pays connaissent la richesse de notre pays à travers le sport. Le parrain de la cérémonie, le ministre des Sports, Don Paulin, a félicité la présidente de la CAP pour le travail qu'elle abat pour le rayonnement de l'activité sportive à l'échelle nationale et continentale. Il a exprimé la volonté du ministère des Sports à accompagner et soutenir les activités de la CARP. Nous avons besoin aujourd'hui de tuer la sédentarité en mettant les jeunes au travail, en mettant les populations au travail par la marche. Et c'est le travail qu'a reçu. C'est la belle réussite de la FIRAP et nous sommes venus donc pour les encourager et dire que cette belle initiative qui a réussi en Afrique, qui veulent l'étendre à toute l'Afrique à travers la CAP, ils trouveront auprès des autorités administratives et politiques de notre pays tout le soutien nécessaire. Cette cérémonie d'ouverture de la rencontre annuelle de la CAP à Abidjan a été meublé par des travaux en atelier et panels autour du thème sport, culture et tourisme. Notons que la forêt du Banco, poumon vert de la ville d'Abidjan, sera le centre d'attraction de la compétition africaine de randonnée, la CAR 2024. Le Lions Club International a récemment enregistré 4 nouveaux clubs services. Au total, 68 personnes ont rejoint à travers ces clubs la grande famille des bienfaiteurs. Ils travailleront gratuitement tous pour le bien-être des populations démunies et en situation difficile. Le récit de Philippe Zabo. Travailler à aider inlassablement les personnes démunies, c'est l'objectif du Lions Club International. Pour atteindre efficacement cet objectif, les responsables Lions du district 403A2 ont lancé une mobilisation sans précédent. L'idée est de recruter assez de personnes
pour ensemble réussir les mobilisations de fonds en vue de la réalisation d'œuvres humanitaires. Ainsi, le samedi 18 juin, 4 nouveaux clubs, notamment les clubs Abidjan Artistes, Elite, Abidjan Palmeraie et Cocody ont vu le jour. À eux s'ajoutent 2 nouveaux membres de Abidjan Océan, portant à 82 ces nouvelles personnes prêtes pour les 5 causes majeures du Lions Club International. Ils ont prêté serment et ont reçu leur attribut de membres à part entière. Elisabeth Atobra, la plus haute autorité du district Lions, est heureuse de cette mobilisation. Elle a appelé les nouveaux Lions à œuvrer dans l'excellence. Je puis dire que je suis très satisfaite à 11 jours de la fin de mon mandat de pouvoir remettre la charte de ces 4 clubs. Et quand je vois dans vos yeux, et en fonction avec tous les discours d'acceptation que vous avez fait là, je sais que nous n'avons pas prêché dans le désert. Je sais que vous serez de bons lions. Désormais, votre vie est liée à la mienne, on va dire, puisque j'ai eu l'honneur de vous avoir pendant mon mandat. Les présidents de clubs, à leur niveau, se sont engagés au nom de leurs clubs respectifs, comme ici, au club Abidjan Artistes. Les jours à venir, des spectacles, des vernissages feront mobiliser des fonds pour la construction d'œuvres sociales gratuites. En termes de mise en œuvre, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans la fonction de l'artiste lui-même. À chaque fois, quand vous gagnez, j'allais dire 10 000, comment est-ce que vous pouvez mener des actions pour que ceux qui sont à côté de vous puissent en bénéficier? Voilà, et je pense que c'est ça qui est essentiel. Il est bon de souligner l'engouement des artistes dans le club Abidjan Artistes. On y retrouve notamment DJ Mix, Lato Crespino et bien d'autres en liste d'affiliation. Rendons-nous au centre de la Côte d'Ivoire, de passage à Bouaké, dans le cadre d'une cérémonie. La ministre Anne-Désirée Ouloto de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a rencontré la forte communauté Oué vivant dans la région du Béké. Au cœur des échanges, la transformation infrastructurelle du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans les régions du Guémon et du Cavali. Pierre Tebe nous commente ce reportage signé Emmanuel Bonzo. Ils sont venus de Sakassou, Béoumi, Diabo, Botro et évidemment de Bouaké afin de communier avec la ministre Anne Ouloto de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Dans une ambiance purement familiale, les ressortissants Oué, résidant dans le district autonome de la vallée du Bandama, ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance à la ministre pour ses actions et efforts de développement dans les régions du Guémon et du Cavali. Des actions qui contribuent aujourd'hui à améliorer les conditions de vie des populations du Grand Ouest. Nous avons exprimé notre fierté à Madame la ministre pour son élan de fraternité, pour son élan de développement pour nos 2 régions. Et il nous a plu de la voir aujourd'hui parmi nous. Et en tant que ministre de la fonction publique et en tant que première femme ministre, il était important que nous nous retrouvions pour lui rendre un vibrant hommage. Face à ses parents, Anne Ouloto s'est réjouie de la considération à son égard. Mais selon elle, cette marque de gratitude revient au président de la République, Alassane Ouattara, dont les actions de développement sont visibles en pays Oué. Il s'agit notamment de la construction de routes et de l'électrification de certaines zones, des régions du Cavali et du Guémon. On fait la politique pour que nos vies changent. Pour que nos enfants aient du travail. On fait la politique pour que les mamans, les femmes qui sont là, elles aient de l'argent pour faire leurs activités génératrices de revenus. C'est pour ça qu'on fait la politique. Qui fait la politique pour parler, pour faire de belles paroles. Mais ce temps-là n'est pas encore arrivé. Nous aussi, nous avons droit à faire 100% village électrifié. Nous aussi, nous voulons des routes. Il y a des routes qui ne sont pas encore bitumées là-bas. Et voilà le papa qu'on appelle Alassane Ouattara qui distribue le goudron partout et pour le pays Oué. Vous ne demandez pas. Mais s'il ne vous voit pas, il va vous donner. C'est la loi de la nature. C'est la loi du donner et du recevoir. On ne va pas refaire le monde. Anne-Désirée Ouloto a donc exhorté les Oué
résidant dans la région du Béké, à la rejoindre dans ses initiatives de développement pour les régions du Cavali et du Guémon. Car le chef de l'État a également besoin du Grand Ouest pour poursuivre la dynamique de changement de la Côte d'Ivoire. En image à présent, en Éthiopie, 513,9 millions de recettes ont été obtenues grâce aux exportations d'or réalisées par l'intermédiaire de la Banque centrale éthiopienne au cours des 11 derniers mois. Ce chiffre fait de l'or le deuxième produit de base le plus générateur de devises étrangères après l'exportation du café qui a généré 1,2 milliard de dollars au cours de la même période. Cette brève met fin à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain, même heure, sur le même canal.